Jusqu'au 27/02/2026, nous sommes dans la 5e année et c'est le 4e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner certains déplacements de la ligne de front, notamment en ce qui concerne l'offensive ukrainienne. Nous allons également voir comment la Russie exerce actuellement une pression sur la ville de Konstantinivka, ainsi que d'autres attaques, ou bien les trajectoires des missiles de croisière Flamingo, qui ont récemment réussi à atteindre leur cible dans l'arrière-pays russe, et bien d'autres choses encore. Oui, la ville de Konstantinivka se trouve à l'est du front ukrainien. Nous voyons surtout ici qu'il n'y a pas eu de grand gain de terrain, ou même aucun gain de terrain, contrairement à la dernière mise à jour. Cette zone grise ici reste à peu près de la même taille qu'actuellement. Les combats, s'il y en a, se déroulent ici à la périphérie sud-est de la ville. Mais vous savez comment c'est. Nous voyons ici d'autres attaques aériennes, car la ville est de nouveau bombardée depuis des semaines. Ce que l'on voit là, ce n'est pas une frappe ponctuelle contre des cibles militaires, mais la destruction progressive d'une ville. Habitations, infrastructures, réseaux d'approvisionnement, tout est sous un feu constant. Artillerie, bombes planantes, drones, munitions au phosphore. Voilà la libération par le peuple frère. Souvenez-vous-en. Car le principe russe est toujours le même. Si l'on ne peut pas conquérir une ville assez rapidement, on la détruit tout simplement. Et lorsque vous reparlerez des dommages collatéraux causés par leurs frappes soi-disant ultra précises, souvenez-vous simplement de ceci. De telles images ne représentent pas des dommages collatéraux au sens classique du terme. À Louhansk occupé, des unités ukrainiennes des forces des systèmes sans pilote ont frappé un dépôt de pétrole. Même ce matin, une épaisse colonne de fumée continue de s'élever sur le site. L'incendie n'est apparemment pas encore totalement maîtrisé. Et de telles installations restent essentielles pour l'approvisionnement en carburant et la logistique à l'arrière. C'est une lourde perte si elles sont détruites, même si les dégâts ici semblent limités. Bien qu'ils soient limités, le lieutenant-colonel Hassan Tunguev, spécialiste reconnu dans sa division, est maintenant mort. Nous tombons dans la nuit du 24 au 25 février, comme le rapporte le projet officier russe tué en Ukraine. Tunguev était un commandant, et plus précisément le commandant d'un bataillon S-400, et c'est précisément ce qui rend la priorité militairement pertinente. Lorsqu'une frappe de drone ne touche pas seulement un simple équipage, mais le commandant de bataillon d'un système stratégique de défense aérienne, ce n'est pas une perte accidentelle. C'est une intervention au niveau du commandement. On ne sait pas encore pourquoi il se trouvait près des systèmes au moment de l'attaque. La Russie perd ainsi non seulement du matériel, mais aussi de l'expérience, du capital de formation et des capacités de commandement. Une unité S-400 est très complexe. Radar, système de conduite de tir, attribution des cibles, coordination avec les structures supérieures, tout cela exige des procédures efficaces et des officiers expérimentés. Un tel homme n'est pas remplaçable du jour au lendemain. Quelqu'un dont le système officiellement chargé de couvrir l'espace aérien et de protéger les objets stratégiques n'a apparemment pas pu protéger ni sa propre position ni son commandant. Le rapport d'aujourd'hui sera d'ailleurs un peu plus court que d'habitude. La raison en est que je dois partir tout de suite pour Berlin. Je vais encore une fois visiter l'Ukraine à Berlin. Vous le savez, nous avons fait don de pas mal de véhicules là-bas. Ou plutôt, nous avons donné de l'argent pour acheter des véhicules. Et il est normal de passer de temps en temps pour voir ce qui se passe, car c'est justement l'état des choses en ce moment. Il y a comme toujours des choses intéressantes à apprendre, surtout des informations, c'est pourquoi je vous tiens, comme toujours, au courant. Pendant ce temps, nous allons à nouveau jeter un œil sur le front, mais cette fois sur un autre secteur. C'est ici que se déroule l'offensive ukrainienne, qui reste pour l'instant limitée localement. Nous voyons qu'il s'agit principalement des combats autour de la colline 161 ici, 167 à cet endroit, et de la colline 134 qui est assez fortement fortifiée. Les principales directions d'attaque partent de Ternov vers le sud en direction des deux collines. Les principales directions d'attaque vers le sud, les principales directions d'attaque vers les deux collines. Et ici, la 95e entre en action. La brigade de parachutistes reste en grande difficulté. Ils se sont rapprochés, j'ai donc déplacé la zone orange-grise plus près du village. Car ici, à l'emplacement de l'épingle bleue, il y a eu une attaque contre un véhicule ukrainien par des drones russes. Celui-ci avait déjà été abandonné et a été détruit par la suite. Mais cela signifie que les Ukrainiens sont au moins arrivés jusqu'ici. À plusieurs centaines de mètres, en dépit des barrages de mines. La bande était déjà comme ça de toute façon. Bien sûr, cela fonctionne comme ça. Ici, à Privilia, un drone de reconnaissance russe, donc un drone Orlan, a été détruit.
Il est évident qu'ils ne se trouvent pas très loin d'ici. Ils ne vont pas surveiller leur propre position, ce serait complètement idiot. Nous pouvons en déduire que les Ukrainiens se trouvent probablement déjà un peu mieux installés, ou du moins avec plusieurs unités dans la zone orange ici. Je ne note ces deux localités que si j'ai une preuve claire qu'ils y sont réellement et les tiennent plus que quelques heures, sinon cela ne vaut rien pour moi. Néanmoins, les combats restent très intenses, surtout ici dans cette zone. Mais pourquoi attaquer là-bas si les combats y sont si difficiles, si c'est si dur d'avancer, si les Russes se sont vraiment bien retranchés ici? Quel était le but de tout ça? Eh bien, s'ils prenaient Dribna, cela leur ouvrirait la voie pour avancer un peu plus vers le sud-est, ici vers Uzbenivka. Un objectif important. Car s'ils parviennent à tenir et à conquérir Uzbenivka, ils auront de nouveau accès à leur ligne de défense ici, qu'ils ont perdue en septembre et qui est aussi l'objectif de cette offensive. Il s'agit d'atteindre et de tenir cette ligne, donc les anciennes positions. En même temps, comme je l'ai dit, on essaie aussi de faire cela dans cette zone, ici. Mais on ne progresse pas vraiment non plus. Ici, nous sommes toujours au niveau de Berezobé. D'autres ont déjà indiqué le village comme conquis, mais pas moi. Ici aussi, précisément à cette route, je vais zoomer un peu. Donc ici, sur la route, à l'entrée du village, il y a eu également une frappe sur un véhicule ukrainien par un drone russe. Cela ne veut pas dire que les Russes sont encore dans le village, mais cela signifie que les Ukrainiens sont en tout cas pris pour cible ici aussi, ce qui rend évidemment toute avancée supplémentaire plus difficile. On reverra simplement dimanche lors du prochain rapport. Peut-être que d'ici là, il y aura du changement. La 5e année depuis le début de l'invasion totale commence, et comme l'ont montré les derniers points rapport, que j'ai presque tous traités, il y a eu des développements. Il y a eu beaucoup de plaintes ou, disons, des analyses assez sobres de blogueurs russes, surtout de ceux qui sont très fidèles au Kremlin, mais qui se sont prononcés contre lui. C'est pareil ici avec Boutoussov. Sa principale critique est très simple. Il a pu dire que les Russes, à l'époque, en 2022, étaient tout simplement capables d'attaquer très efficacement et de conquérir beaucoup de territoires, parce que les Ukrainiens, au début, n'ont presque pas défendu, et que cela n'est venu que progressivement par la suite. Il affirme que la plupart des ponts sont intacts. Si les Ukrainiens en avaient en détruit beaucoup, les Russes ne seraient pas allés aussi loin. Il décrit le 24. Il ne décrit pas le 24 février 2022 comme une défense héroïque, mais plutôt comme une série de corridors ouverts. 5 ponts vers la Crimée, au sud, restent intacts, et aucune destruction systématique n'a eu lieu au nord. Le résultat, des colonnes russes pouvaient parcourir 150 à 200 km par jour, une distance qu'elles aimeraient encore pouvoir parcourir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à peine 2 à 3 km par jour, uniquement sur un secteur du front. Ce n'est pas qu'ils étaient irrésistibles, mais parce que personne ne les a arrêtés. Hostomel en est un bon exemple. L'opération aéroportée était risquée et aurait pu être isolée, mais les renforts Sunday sont arrivés par des axes de communication intacts. De même dans le sud. Koshav-Gadam, le pont ferroviaire, Bacherson, le pont Antonivski, des objets stratégiques clés qui, selon lui, sont tombés sans protection suffisante. Il argumente d'un point de vue militaire et non politique. Dans son scénario de défense avec une invasion attendue, des charges explosives préparées ne sont pas un détail, mais plutôt un élément central d'une véritable planification opérationnelle. C'est la base de toute défense, surtout avec de nombreux ponts. Les points d'étranglement, rivières et barrages sont des ralentissements naturels, comme vu dans les récents rapports de situation. S'ils sont détruits à temps, l'ennemi doit passer par des zones difficiles et construire des ponts. Des réparations, car un passage détruit peut retarder une formation mécanisée de plusieurs heures ou jours. Et il cite un exemple concret, un passage sur une digue minée a arrêté un régiment russe pendant toute une journée, sans aucun duel d'artillerie, sans drone, sans combat, uniquement grâce à un obstacle préparé. Selon Drone Bomber, qui se réfère à des canaux de surveillance russes, il s'agit en fait d'une chaîne russe qui cartographie ou estime les attaques ukrainiennes sur une carte. Il est possible de reconstituer assez précisément la trajectoire de vol signalée de 3 missiles de croisière Flamingo. Ce qui est particulièrement frappant, c'est surtout une chose. Les 3 auraient parcouru environ 1800 km et presque tous de manière identique, c'est-à-dire qu'ils ont emprunté exactement les mêmes itinéraires, en grande partie le long du Don et de ses méandres. Cela correspond évidemment à un itinéraire choisi délibérément. Les corridors fluviaux offrent à très basse altitude une protection naturelle contre les radars. Le terrain, les berges et les courbures du cours d'eau compliquent la détection précoce. Comme je l'ai dit, le Flamingo n'est pas une arme miracle, mais un grand missile de croisière permettant aux Ukrainiens de transporter d'importantes charges explosives loin dans l'arrière-pays russe.
Mais la chose, d'après ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est qu'il est assez facile à détecter par radar. C'est pourquoi il est logique de l'envoyer en attaque en volant aussi bas que possible. Militairement, cela a évidemment du sens. Si le renseignement ou des percées antérieures montrent où la défense aérienne russe est clairsemée ou mal coordonnée, on se concentre précisément sur ce type de cible. Les itinéraires. À partir du trajet cartographié, on peut assez bien voir dans quel secteur il n'y avait manifestement pas de couverture radar ou d'interception dense. De longs passages le long du Don ne semblent tout simplement pas avoir été surveillés efficacement, ou du moins pas défendus de manière efficace. Et ce sont précisément ces failles qui ont été exploitées. 3 systèmes, même itinéraire presque côte à côte. Ce n'est certainement pas un hasard, mais bien un indice d'une analyse ciblée des dispositifs de défense aérienne ennemis et de leur exploitation systématique. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et l'équipage Al Gore, en particulier au lieutenant-colonel Rennecke, Siller Dietrich et Fredjo Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.